Il est 19h50, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce jeudi. À la une ce soir, les limites de la communication gouvernementale au sujet de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Cameroun. Des spécialistes de la communication de santé décèlent des failles dans les messages portés par les pouvoirs publics pour tenter de convaincre les Camerounais de se laisser administrer le vaccin. Des manquements qui brouillent gravement le message de cet appel. Conséquence, la réticence au vaccin se fait de plus en plus grande au sein de l'opinion. Et pendant que l'efficacité du vaccin Sinopharm est au cœur d'une polémique mondiale, on nous apprend que le vaccin AstraZeneca fera bientôt son entrée au Cameroun. Le sérum avait pourtant été refusé il y a quelques jours par notre pays à cause des révélations sur les effets secondaires dangereux pour la santé. Qu'est-ce qui peut expliquer ce rétropédalage du gouvernement? De quelle confiance jouissent les deux vaccins Sinopharm et AstraZeneca? Nous posons la question aux spécialistes de la santé ce soir. Et puis, court-circuit étincelant entre Arcel et Eneo. L'agence de régulation du secteur de l'électricité met en garde le fournisseur de l'énergie électrique contre les désagréments qu'il fait subir aux consommateurs camerounais. 8 jours de sommation pour un retour à la normale. Nous vous plongeons au cœur de cette dénonciation avec les raisons de cette colère de l'Arcel contre Eneo. À la une également ce soir, l'arrivée mouvementée de Pascal Charlemagne Mesanga Nyamding à l'université de Ngaoundéré ce jeudi. Débarqué de l'IRIC il y a quelques semaines, l'accueil de l'enseignant de droit et de sciences politiques sur le campus de Dan a fait sortir le recteur de l'institution de sa réserve. Le cours inaugural de l'homme n'aura finalement pas eu lieu. Nous vous racontons la folle journée de celui qui se présente comme un biaïste acharné dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Ouvrons par ces nouvelles fraîches qui nous viennent de Douala. Vaccin anti-Covid-19. La vaccination a effectivement débuté dans la métropole économique du Cameroun. Le ministre de la Santé a procédé par lui-même au lancement ce jeudi de la dite campagne. 32 sites fixes pour la région du littoral avec, entre autres, des sites spéciaux qui vont être aménagés dans plusieurs recoins de la ville de Douala et même sur l'ensemble de la région. Plus de détails suivant ce reportage de Mireille Flon de Fofotso et Marius Kosso. Il leur en faut 2 pour être immunisés contre le coronavirus. Ces autorités ont reçu leur première dose de vaccin anti-Covid-19 ce 15 avril dans la ville de Douala, à l'hôpital Gynéco pour quelques-uns, au centre des maladies respiratoires et à l'hôpital Lakentini pour d'autres. En tant que personnel de la santé et étant au front au quotidien, vous savez bien que le centre d'isolement est logé à l'hôpital Lakentini et donc nous sommes en contact avec des patients malades au quotidien. Et vous avez bien appris que selon les recommandations du comité scientifique et du NITAG, le personnel de la santé qui est au front devrait être les premiers à être vaccinés. Et donc, je me suis vacciné d'abord pour cette raison, mais également parce que je dois être l'exemple, n'est-ce pas, de tout mon personnel. Parmi les bénéficiaires du jour, des citoyens chinois résidant au Cameroun. Le vaccin, non. Je conscience mon pays, mon chinois, le vaccin. C'est ça que je voyais ici pour aimer piquer ça. Tout le monde, pas de problème, on est ensemble. Tout ceci sous la coordination du ministre de la Santé, arrivé pour le lancement officiel de ces vaccinations. Il n'a sans cesse vanté les qualités de ce vaccin et encouragé les uns et les autres à le prendre. Au moment où les vaccinations vont se généraliser dans pratiquement tous les pays, peut-être qu'il y aura simplement une carte de vaccination qu'on va demander. Certains pays aujourd'hui l'exigent simplement pour pouvoir rentrer chez eux, il faut être vacciné. Nous recevrons environ 400 000 doses de vaccins de la facilité COVAX samedi. Ça va renforcer l'offre de vaccination au niveau de chaque région. Nous aurons aussi un don
l'Ordre national des médecins d'environ 1200 doses de vaccins et nous avons précommandé déjà 4 millions de vaccins aussi. Les vaccinations vont se poursuivre tous les jours dans les sites retenus de la ville de Douala et l'un d'eux est le centre des maladies respiratoires de Bonanjo. L'État a bien voulu choisir notre site comme site complémentaire des sites qu'ils ont déjà mis en place. C'est un honneur, c'est une reconnaissance quelque part du travail que nous faisons. J'ai toujours pensé que la seule et unique manière de sortir rapidement de cette pandémie, d'avoir moins de morts, d'avoir des sociétés qui ne marchent plus, d'avoir la vie complètement arrêtée, c'est de se faire vacciner. Le ministre a tôt fait de rappeler que, même après la vaccination, il faut continuer de respecter les mesures barrières. Dès demain, il se rendra dans la région du Sud-Ouest pour le même exercice. Et depuis l'évocation du vaccin comme la meilleure solution pour prévenir les effets du coronavirus dans l'organisme, ils sont nombreux ces Camerounais qui émettent encore des réserves. D'aucuns estiment que se faire vacciner, c'est aller vers une mort précipitée. Le gouvernement s'inscrit en faux contre cette manière de penser et de voir les choses. Au contraire, il encourage la population à hâter le pas. Et pour expliquer les avantages du vaccin à l'opinion, l'État échange très souvent avec des journalistes afin qu'ils portent le message au public. C'était encore le cas hier à Yaoundé. Le ministre de la Santé publique et son collègue de la communication ont évoqué les questions du vaccin avec la presse, une technique appréciable qui a malheureusement des limites du point de vue des journalistes spécialisés des questions de santé publique. Karel Mezatiachoya et Serge-Alain Ziebou ont pris part à cette rencontre et ils ont rencontré des experts après. Reportage. Le vaccin chinois est là. Le Cameroun injecte ses premières doses depuis le 12 avril dernier. 3 autres vaccins anti-Covid-19 annoncés, AstraZeneca, Johnson & Johnson et Sputnik. Les pouvoirs publics l'ont confirmé hier au cours d'une conférence de presse conjointe Mincom-Minsanté. Le modèle de communication choisi par le gouvernement qui lui permet de s'adresser à un public nombreux via les hommes de médias. Une belle approche, mais à parfaire si l'on veut convaincre la tranche de la population qui demeure dubitative quant à la fiabilité et l'efficacité du vaccin. Il faut des mini-vidéos sur des personnes qui ont reçu le vaccin et qui expliquent que jusqu'à présent, ils n'ont pas eu des effets indésirables, par exemple. Il faut associer dans le volet communication sur les réseaux sociaux les influenceurs qui impactent positivement le secteur de la santé. Il faudrait apporter des spécificités techniques de chaque vaccin. On sait qu'il y a des vaccins qui nécessitent 2 doses, il y a des vaccins qui nécessitent une seule dose. Il faut urgemment que le gouvernement mette en place un véritable plan de communication qui permette de toucher toutes les cibles. On n'a pas encore de banderoles, que ce soit dans la ville de Yaoundé ou ailleurs. Des stratégies qui doivent toucher la population, même dans les coins les plus reculés du pays. Pour cela, il faut ratisser large. Nos experts vont plus loin. La présentation des succès passés du programme élargi de vaccination serait d'un grand apport. Dire aux gens que grâce à la vaccination, on a pu faire reculer un certain nombre de maladies, la variole, la rougeole, la poliomyélite même aussi. Il y a également la communication au niveau communautaire, en zone rurale, où parfois il n'y a pas la télé, où parfois il n'y a pas l'électricité. De leur point de vue, examiner et considérer ces quelques propositions apporterait une plus-value à la stratégie de riposte gouvernementale contre la pandémie. Les balayer d'un revers de main, c'est courir le risque d'être confronté à plus de difficultés que celles dont le pays fait face en ce moment. Et vous l'avez compris de Karel, des vaccins qui sont retenus pour être administrés au Cameroun. Eh bien, il y a AstraZeneca, et pourtant refusé par notre pays il y a quelques jours et finalement annoncé pour arriver au Cameroun. Les doutes persistent sur son efficacité, même de l'avis du personnel de santé rencontré ce jour. Les craintes restent très élevées car les effets secondaires causés par ce vaccin sont considérables. Samuel Baya et Stéphane Binac. Le Cameroun, ballotté par le tourbillon des vaccins anti-Covid-19, opte pour des choix complexes. Sinopharm, le label injecté actuellement, est jugé inefficace par Gao Fu, le directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies. Alors que l'Europe avait scellé le sort du vaccin Johnson & Johnson et AstraZeneca, interdit dans plusieurs États, imminente est leur arrivée dans notre pays. Va-t-on vers une pente abrupte? Nous avons quand même AstraZeneca qui a déclaré environ 83 thromboses sur près de 100 millions de personnes vaccinées. Je pense que c'est quand même un taux assez faible
que d'autres médicaments tels que les contraceptifs auraient pu causer. Donc je pense qu'il faut également qu'on garde la tête froide et qu'on ne suive pas toutes les nouvelles qui circulent ça et là. Donc AstraZeneca a cristallisé beaucoup de suspicions, de discussions. On a la démonstration que c'est un vaccin qui n'est pas sans effets secondaires. Il a des effets secondaires importants. Si on a d'autres vaccins qui sont moins efficaces, moi je dirais que le choix n'est pas certainement approprié. Dans cet élan à tâtons, de l'avis du professeur Aimé Boni, la population n'est pas totalement à l'abri du danger. Parce que certes, il y a des complications. C'est le suivi post-vaccinal, donc ce qu'on appelle donc la pharmacovigilance, qui va nous permettre de dire effectivement si on a fait le bon choix, le pari de vacciner ou de ne pas vacciner. Mais en attendant, on conseille toujours aux gens de respecter les mesures barrières parce que c'est elles qui ont démontré la meilleure efficacité. La vaccination paraît une hantise à une échelle élevée. Le rétropédalage vers des vaccins qu'on s'est interdits hier ne semble pas rassurer grand nombre. Et pour les vaccins, malheureusement, nous n'avons pas encore assez de certitude pour savoir que ces vaccins seront efficaces, surtout sur les nouveaux variants, sur les mutations de ce vaccin. On peut être vacciné aujourd'hui et choper le coronavirus. On peut être vacciné et avoir des complications, des gens qui sont même hospitalisés. L'urgence aurait poussé à l'empressement. À bien d'égards, la décision prise par le gouvernement pourrait être unilatérale. L'Ordre des médecins du Cameroun est resté muré dans le silence. Et enfin, il n'y a pas que le coronavirus dans la vie, le paludisme continue de tuer ceux qui ignorent plusieurs personnes en ce temps de Covid-19. Ils sont nombreux à ne pas dormir sous une moustiquaire et pourtant c'est seulement ainsi qu'elles seront à l'abri de cette maladie. C'est au vu des ravages du moment qu'une campagne de sensibilisation a été organisée contre la malaria ce jour à Douala. Mireille Flon de Fofotso et Thierry Nana nous en disent plus. Toutes les attentions sont désormais focalisées sur la Covid-19 et pourtant, le paludisme continue de sévir. Et l'un des moyens de se mettre à l'abri, c'est de dormir sous une moustiquaire imprégnée à longue durée d'action, ce qui n'est pas du goût de tous. Utiliser la moustiquaire. J'aime dormir comme ça là, à l'air libre comme ça, sans utiliser la moustiquaire. C'est pour attirer l'attention des uns et des autres que des journées de sensibilisation pour la lutte contre le paludisme est organisée. Le paludisme est là, elle est bel et bien là. Elle sévit surtout les couches vulnérables, les femmes enceintes, les enfants de 0 à 5 ans. Et pour cela, le MinSanté, l'OMS, les partenaires, le Fonds mondial a mis sur pied des mesures pour essayer d'éliminer diminuer, réduire la mortalité, la morbidité palustre. Le paludisme qui fait plus le ravage que la Covid-19, certaines personnes l'ignorent. En place des mesures pour faciliter justement la prise en charge du paludisme. Déjà, la prise en charge du paludisme est gratuite pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Précisons que cette sensibilisation se déroule à l'esplanade de la mairie de Douala 5e. Je souhaite la bienvenue à Douala 5e. Vous savez maintenant que tous les regards sont fixés vers la Covid-19. Et on oublie que le paludisme fait également beaucoup de ravages en Afrique et au Cameroun. Donc, cette initiative ne peut être que la bienvenue. Le paludisme est cette maladie causée par un moustique appelé Anophèle femelle dont les complications peuvent entraîner la mort. Je vous le disais en titre, la relation s'obscurcit entre Arcel et Ene au Cameroun. Une mise en demeure vient d'être servie par au directeur général d'Eneo, par le directeur général de l'agence de régulation du secteur de l'électricité. Dans ce document, le patron de l'Arcel dénonce les abus sur les consommateurs. Lille Piedjou et Joseph Roger Foipon nous dévoilent le contenu de cette autre forme de crise énergétique au Cameroun. Les questions d'efficacité énergétique en débat mercredi à Douala sous l'impulsion du dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun et la participation de l'agence de régulation du secteur d'électricité intervient au lendemain d'une mise en demeure du directeur général de l'Arcel au directeur général d'Eneo Cameroun.
Le dit document précise que de nombreux manquements et dérives ont été observés suite aux multiples descentes conjointes Arcel-Eneo sur le terrain aux fins de vérification contradictoire des installations électriques de certains clients d'Eneo ayant saisi l'Arcel en contestation des factures de régularisation qui leur avaient été adressées. Parmi ces manquements, entre autres, le défaut d'utilisation des compteurs témoins en violation des dispositions de l'article 13, alinéa 3, relatif aux instruments et moyens de contrôle en cas de soupçon de vol d'énergie ou d'anomalies affectant l'appareil de comptage. La suspension de la fourniture d'énergie électrique auprès des clients soupçonnés de fraude en dépit de la commission de la saisie de la commission de conciliation de l'Arcel, aux fins de contestation, ce en violation de l'article 9, 2, 4 du règlement du service de distribution publique d'électricité. Certains clients d'Eneo alimentés par des points de livraison continuent d'être taxés de fraudeurs avec pour conséquence l'imputation d'une pénalité en violation de l'article 13 du règlement qui qualifie de fraude. Le directeur général de Arcel rappelle dans le même courrier que suite à ces irrégularités, il a été demandé à Eneo Cameroun d'annuler les factures des clients concernés ayant saisi l'Arcel. Malheureusement, aucune correspondance n'a reçu l'effet escompté. Le DG de l'Arcel déplore ce comportement et exige d'exécuter sous huitaine les directives issues de la visioconférence du 24 février 2021 relative à la problématique des pertes non techniques devant encadrer les opérations telles que la normalisation des lignes parallèles, l'interdiction de suspendre la fourniture de l'énergie électrique suite à une requête en contestation introduite par le client à Arcel ou à Eneo, sauf cas de danger manifeste sur les biens et les personnes que présenteraient les installations électriques du mis en cause. Une mise en demeure qui renforce l'obscurité dans la gestion de l'énergie électrique au Cameroun. C'est une affaire à suivre. Débrouillons-nous à voir dans cette obscurité l'île. 8 jours de mise en demeure, donc, vous l'avez dit, servi au directeur général de l'entreprise chargé de la distribution de l'électricité au Cameroun. Le patron de l'agence de régulation du secteur de l'électricité invite donc ce dernier à mettre en application les dispositions prises dans le cadre de la lutte contre les pertes non techniques. Cette récente correspondance du directeur général de l'Arcel à celui d'Eneo est saluée par des consommateurs qui voient en cela un pas en avant dans la résolution de leurs problèmes d'électricité au Cameroun. Que reproche-t-on exactement, ou bien que reproche exactement le directeur général de l'Arcel à celui d'Eneo? Tentative de réponse avec Delphine Fonkouténé et Luc Vandor. Il y a de l'électricité dans l'air entre le directeur général de l'Arcel et celui d'Eneo. Le premier somme le second d'une huitaine pour des actes d'abus sur les consommateurs, notamment la surfacturation. Et cette surfacturation qu'Eneo fait, directement on vous coupe l'électricité, alors que vous n'avez même pas en tort. C'est Eneo qui est en tort, mais il vous coupe l'électricité. L'Arcel a reçu les plaintes, a demandé à Eneo de surseoir aux coupures. Mais Eneo, comme d'habitude, rebelle, a fait la rebelote. Dans une correspondance du 13 avril 2021 adressée aux concessionnaires du service public de production et de distribution de l'énergie électrique au Cameroun, le régulateur dénonce de nombreuses irrégularités observées. La première relative à l'effectivité de l'annulation des factures au thème des descentes de vérification contradictoires Arcel et Eneo lorsque les fraudes prétendues sont avérées fausses. La deuxième concernant la normalisation des lignes parallèles qui ne constituent pas des fraudes et l'annulation subséquente des factures irrelatives. Aussi, le directeur général de l'agence de régulation du secteur de l'électricité déplore une subordination du distributeur d'énergie électrique au Cameroun. Celui-ci, d'après la correspondance, n'a toujours pas fourni les preuves de la mise en application des décisions de la concertation par visioconférence du 24 février dernier. Cette sortie de Jean-Pascal Nkou fait le bonheur des consuméristes qui souhaitent de ce fait voir les lignes bouger. Au terme de 8 jours, il faut que l'Arcel passe aux actes, que l'Arcel sanctionne de manière forte Eneo. C'est ce que les consommateurs attendent. Plus que 6 jours encore pour que l'entreprise en charge de la distribution de l'électricité rétablisse la connexion entre le régulateur et elle, pour le plus grand bonheur des consommateurs qui souffrent déjà, et notamment du délestage.
Plus que 6 jours, Delphine, comptons ensemble. Le dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun veut voir clair dans le secteur de l'électricité dans notre pays. En coopération avec le ministère de l'économie, l'organisme de l'Union européenne s'intéresse à l'efficacité énergétique au Cameroun. L'agence de régulation du secteur de l'électricité en formation à Douala veut acquérir de nouvelles données liées aux principes et difficultés actuelles, à l'environnement réglementaire et même au futur rôle de l'ARCEL dans l'évolution du dispositif actuel au Cameroun. Le compte rendu de Junior Ossin. Les coupures répétées d'énergie électrique depuis des mois au Cameroun préoccupent le dispositif d'appui à la compétitivité de l'Union européenne. L'institution est à pied d'œuvre pour contribuer à l'adoption du cadre réglementaire en matière de maîtrise de l'énergie ainsi qu'à la mise en œuvre par l'ARCEL. Nous vivons tous les délestages et nous pouvons tous constater qu'à partir d'une certaine heure, tout le monde se connecte sur le réseau et ça crée des surconsommations qui sont largement au-dessus des capacités d'offre. Alors, si on pouvait chacun, au lieu d'utiliser des ampoules incandescentes, utiliser des ampoules LED qui permettent de faire des économies, et cela nous permettra de limiter cet excès de demande sur l'offre. Le plan d'action 2021-2023 en matière d'efficacité énergétique, aligné sur la stratégie nationale de développement 2030 du gouvernement, est élaboré par la Direction des énergies renouvelables, de la maîtrise de l'énergie, du ministère de l'eau et de l'énergie. Nous travaillons avec les opérateurs pour optimiser déjà au niveau de la production, réduire tout ce qui est perte dans le secteur, parce que nous avons les pertes techniques et les pertes non techniques. Les pertes techniques, c'est celles qui sont dues au fait que lorsqu'on transporte l'énergie, il y a, du fait de ce transport, il y a des pertes d'énergie qui sont engendrées. Et des pertes non techniques sont par exemple l'opération que nous accompagnons INEO aujourd'hui de lutte contre la fraude. Pendant 2 jours de travaux, des cadres de l'ARCEL ont été formés à l'amélioration des conditions en matière de fourniture énergétique au Cameroun. De l'électricité à l'eau, pratiquement les mêmes problèmes. Près de 10 milliards de francs CFA, c'est le manque à gagner annuel de la fraude hydraulique dans la seule ville de Yaoundé. Le phénomène prend de l'ampleur au Cameroun et pourtant, la loi condamne jusqu'à 10 ans d'emprisonnement de pareils actes. Les descentes récurrentes sur le terrain de la brigade de lutte contre cette fraude ont permis ce mercredi de démanteler des réseaux d'utilisation frauduleuse de ce précieux liquide. Le directeur régional pour le centre était lui-même sur le terrain. D'autres précision avec Delphine Fonkouténé et Bertrand Sassé. Un robinet installé, des tuyaux enfouis dans le sol sans autorisation et le tout pour un branchement direct au réseau de la Camwater. De l'eau utilisée frauduleusement par ce restaurant du quartier Baba dans l'arrondissement de Nkola Famba. Un peu plus loin au quartier Mboun par Odia à Yaoundé, 8 ménages sur 10 consomment le précieux liquide de la Cameroon Water Utilities Corporation de manière anarchique, ce qui crée un manque à gagner énorme à l'État du Cameroun. Rien que dans la ville de Yaoundé, le manque à gagner est évalué autour de 500 millions de francs par mois. Ça fait pratiquement 6 milliards de francs. Si on prend à l'échelle de toute la maison, donc de toute la Camwater, on va autour du milliard chaque fin du mois que nous perdons. De l'eau qui coule à flot frauduleusement et utilisée parfois pour laver les voitures, construit des immeubles de 2 à 3 niveaux. La brigade de lutte contre ce fléau détecte 5 à 6 cas chaque semaine dans la capitale. Ce sont énormes et on comprend que si on continue dans ce sens-là, nous allons atteindre le quota. Ces connexions frauduleuses sont détruites ipso facto et des convocations servies à ces consommateurs véreux. Et nous convoquons le client. Le client se rend dans nos services pour un entretien parce que ce n'est pas d'abord la répression au sens propre du terme. Nous voulons lier une relation entre le client et nous, donc nous voulons régulariser sa situation. Mais s'il refuse la régularisation, c'est là où nous allons saisir les juridictions compétentes. L'article 319 alinéa 1 du Code pénal punit d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA celui qui s'approprie indûment une énergie provenant d'une force motrice ou tout dispositif quelconque. Ces consommateurs frauduleux sont appelés à saisir la main tendue
de la Camwater. Il y a une facture fraude qui est adressée à l'intéressé. Si l'intéressé veut bien un arrangement à l'amiable, il règle la facture. S'il ne veut pas régler la facture, la Camwater va se prémunir de tous ses droits pour faire prévaloir le droit. La descente sur le terrain ce 14 avril du directeur régional de la Camwater et ses collaborateurs est une aubaine de sensibilisation des populations, notamment sur le circuit normal, pour tout branchement et abonnement à leur réseau. Deuxième session extraordinaire du Conseil national de la statistique s'est tenue ce jeudi à Yaoundé sous la présidence du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Le principal point à l'ordre du jour était la validation de 3 projets de décrets et d'arrêtés régissant l'activité statistique au Cameroun. Une session marquée par la pandémie de Covid-19 dont les effets ont fortement ralenti les opérations statistiques au cours de l'année 2020. L'un des objectifs de cette session était également de fixer les conditions pour la modernisation du système statistique au Cameroun. Je vous le disais en titre, mis à la disposition de l'annexe de l'université de Ngaoundéré à Garoua, Pascal Charlemagne Mesanga Nyamding a pris service ce jour au campus mère, notamment à la faculté des sciences juridiques et politiques à Dang. Une arrivée scénarisée, triomphale, très vite refroidie, comme vous pouvez voir ici en image, par le recteur de l'université de Ngaoundéré qui redoutait un trouble à l'ordre public. Conséquence, le cours inaugural du professeur de droit prévu ce premier jour n'a pas eu lieu. La folle journée de Pascal Charlemagne Mesanga Nyamding à l'université de Ngaoundéré nous est racontée par Erin Guélé. À grand renfort de klaxons des mototaxis et tambours battants, tout a été scénarisé depuis l'entrée au village universitaire de Don pour accueillir celui dont la venue à l'université de Ngaoundéré est perçue par ses affidés comme une affectation disciplinaire. Pascal Charlemagne Mesanga Nyamding a été mis à la disposition de l'annexe de l'institution basée à Garoua. Après des années passées au service de l'IRIC, l'Institut des relations internationales du Cameroun, il doit prendre service à la maison mère, son établissement de tutelle, la faculté des sciences juridiques et politiques, encore sous le coup d'une grève suspendue par les enseignants. Moi, je pense qu'il pourra nous apporter un plus dans notre formation. C'est une connaissance de plus qui vient s'ajouter à cette kyrielle de scientifiques que nous avons ici en Ngaoundéré. Tout a semblé aller comme sur des roulettes, jusqu'à ce que le recteur de l'institution fasse irruption. Ils ont le droit de m'accueillir. Ils sont venus m'accueillir. Est-ce qu'il y a un problème là? Le chef de l'État sait que je suis en Ngaoundéré. Il ne faut pas donner l'impression qu'on fait le désordre. C'est bon. Oui. Une partie de l'intrigue non prévue dans le scénario. Ufi Tinje Melo craint des débordements et le trouble à l'ordre public sur le campus. J'ai été limogé à l'IRIC, à mon poste de chef de département, c'est normal, mais croire qu'on peut me transférer en Ngaoundéré sans violation de toutes les lois, comme ne le souhaite pas le président de la République. De cet imbroglio, rien ne filtrera plus. Conséquence, le cours inaugural prévu n'a pas eu lieu. Et c'est loin des caméras que le professeur de droit va paraffer sa prise de service. Limogé ou affecté finalement, qu'est-ce que l'on entend par mis à disposition? Pascal Charlemagne Mesanga Nyamding, maître de conférence, enseignant de droit, revient sur ces concepts, tout comme il fait des révélations sur sa venue à l'université de Ngaoundéré, la part de vérité de Mesanga Nyamding et le petit coup de droit du professeur dans cet extrait sélectionné pour nous par Erin Guélé en Ngaoundéré. D'abord, je voudrais corriger quelque chose. Ce n'est pas une affectation. Je voudrais vous dire que je suis enseignant permanent à l'IRIC, avec contrat à l'université de Yaoundé 2. C'est une mise à disposition en violation avec toutes les règles qui encadrent le transfert de dossiers des enseignants. Comme je suis un légaliste, républicain, même du comité central du RDPC, dont je suis un collaborateur politique du chef de l'État, je me suis dit, mais mon Dieu, même lorsque il y a de telles erreurs administrative, parce qu'en réalité il s'agit d'un acharnement politique, je vous dis bien acharnement politique, d'une haute personnalité, proche du chef de l'État, qui, pour des raisons d'opinion et pour des raisons de débat, dans un cas de débat politique, qui a décidé effectivement
de me punir, de me sanctionner, de me transférer. Or, je voudrais corriger quelque chose. Je ne suis pas affecté. Affecté signifie mettre, vous envoyer, déployer le personnel de l'enseignement supérieur au poste de même cuisinier, même de chasseur, même de doyen, recteur ou vice-recteur. Il ne s'agit pas d'une affectation, il ne s'agit même pas d'un mouvement disciplinaire. J'ai été limogé à l'IRIC, à mon poste de chef de département, c'est normal. Un nouveau centre de formation ouvre ses portes à Douala. Inch Class, une école inclusive qui offre à des personnes de diverses couches de la société un accès à la formation des métiers du numérique. Suivons plutôt cet élément réalisé par Aimé Catherine Moukouri et Thierry Nana. Un établissement spécialisé dans les métiers du numérique qui s'ouvre à tous. Inch Class est une école inclusive qui veut développer les compétences des couches vulnérables. Jeunes à la recherche de l'emploi, femmes, déplacés internes, qui bénéficieront d'une formation quasiment gratuite entre 6 et 9 mois. C'est un centre de formation qui est ouvert à tous les Camerounais, tous les jeunes Camerounais. Il est inclusif parce qu'il tient compte de la parité homme-femme, il tient compte de l'inclusion de toutes les personnes qui sont souvent exclues de la société. Inch Class a officiellement ouvert ses portes avec sa première formation ce mois d'avril. La cérémonie d'ouverture a vu la présence de personnalités du monde entrepreneurial, telles que le président du JICAM, mais aussi les autorités administratives qui saluent l'initiative. C'est un centre de formation qui est projeté dans l'avenir en raison des spécificités qui sont les siennes, notamment l'informatique et tout le reste. Donc nous nous félicitons déjà Accompagné par Simplon, grande école numérique française implantée dans 6 pays d'Afrique francophone, Inch Class est une initiative solidaire avec des prérogatives éducatives, sociales, axées sur l'employabilité, qui repose sur le soutien de ses partenaires comme Société Générale Cameroun, venue impulser la dynamique. Le groupe Société Générale accompagne cette initiative de Simplon depuis déjà 2015. Notamment en France, qui a été le premier pays où Simplon a commencé ses activités. Ensuite, sur l'Afrique, il y a eu 6 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie, le Burkina Faso et le Cameroun, pour dire tout l'intérêt que nous portons à tous ces métiers de l'innovation. Le centre de formation recevra par session 20 à 25 étudiants, sélectionnés sur la base de leur situation, leur motivation, entre autres. Selon une étude menée par le syndicat des travailleurs des établissements privés du Cameroun, le Cameroun, après le Burundi, présente des indices d'infrastructures les plus faibles sur le continent africain. À côté de cela, s'ajoute la recrudescence des phénomènes de violence et de pornographie en milieu scolaire. Une importante rencontre entre la Fédération camerounaise des syndicats de l'éducation, la Fédération des syndicats de l'enseignement et de recherche et le syndicat des travailleurs des établissements scolaires privés du Cameroun viennent se tenir à Douala. Question d'inviter les décideurs à agir pour atteindre les objectifs ODD 4 de l'UNESCO qui portent sur l'amélioration du cadre scolaire. Junior Ossin et Henri Tinda pour d'autres précisions. Des clichés de vieilles bâtisses servant de salle de classe au Cameroun. Des images prises à peine quelques semaines et qui témoignent d'un cadre scolaire infect, piteux et dangereux pour l'éducation de l'enfant. L'enfant a besoin d'un environnement familial convivial pour mieux s'exprimer. L'enfant a besoin d'une salle de classe aérée, bien ventilée, pour mieux se donner. L'enfant a besoin d'une salle de classe loin des bruits, comme nous constatons aujourd'hui, où des salles de classe sont aux côtés des bars, aux côtés des cuisines. Une enquête réalisée en 2019 par le PASEC, programme d'analyse des systèmes éducatifs, révèle que le Cameroun, après le Burundi et suivi du Niger et du Tchad, représente un pays où l'indice d'infrastructure de l'école est le plus faible en Afrique. À cette défaillance matérielle s'ajoute en 2021 une montée inquiétante de la pornographie en milieu scolaire. Il faut que l'enseignant soit recruté parmi les personnes les plus aptes de sa génération, qu'il reçoive une formation de très grande qualité. Ainsi,
La rencontre entre la Fédération camerounaise des syndicats de l'éducation, la Fédération des syndicats de l'enseignement et de la recherche et le syndicat des travailleurs des établissements scolaires privés du Cameroun vise à dénoncer cela et à proposer des solutions adéquates. D'où il n'y a plus de professionnalisation de l'école. Et lorsque l'école est soumise à la précarité, lorsque le personnel enseignant doit être tout le temps bougé, c'est la qualité d'éducation qui s'enfuit. Un cadre désormais idéal pour repenser l'amélioration du système éducatif au Cameroun et en Afrique en respectant l'objectif ODD 4 de l'UNESCO. Parlons à présent de ce litige foncier qui oppose deux familles depuis près de 5 ans maintenant et qui n'a toujours pas livré son verdict, accusé de s'être accaparé d'une parcelle de terrain de 2000 mètres carrés dans laquelle Jean-Claude Nguemeni a bâti sa maison. La partie en face, titre foncier à l'appui, crie à l'injustice et lui demande de libérer ce terrain. Malgré les mises en demeure, le mis en cause ne semble pas bouger d'un pouce. Il dit être propriétaire d'avoir acheté ce terrain. Des documents qu'il présente sont de l'avis de cette famille faux. Samuel Baya et Jean-Marie Kéo. L'affaire opposant la famille Nyamdieu à Jean-Claude Nguemeni n'a pas encore connu son épilogue. 5 ans déjà que ce litige foncier défraie la chronique à Banka dans la région de l'ouest du Cameroun. Jean-Claude Nguemeni, sur le banc des accusés, aurait empiété un domaine foncier titré numéro 2423. Une parcelle à la superficie évaluée à 2000 mètres carrés dans laquelle il a construit un bâtiment. Et malgré toutes les mises en demeure, selon les avis recueillis auprès de la famille, il refuse à s'exécuter et insiste que les documents brandis par leur bourreau seraient falsifiés. Par ailleurs, ces éléments de preuve reposent entre les mains de la justice. De l'audience aujourd'hui, en ce jour, l'audience était à délibérer. En fait, il fallait que cela soit fait parce que ça fait 5 ans que nous sommes en justice par rapport à cette affaire. Et le verdict de l'audience était aujourd'hui lequel? C'était qu'on a renvoyé pour la réquisition du ministère public. Alors nous voulons vraiment que la justice soit faite, vraiment que justice soit faite. Nous sommes fatigués de cette histoire. Nous avons tenté de l'approcher dans l'optique d'avoir sa version des faits. Il a décliné notre interview. Cependant, il clame être le propriétaire du terrain litigieux qu'il déclare avoir acquis par voie légale. Il dit qu'il a ses papiers. On s'attendait aujourd'hui à la présentation de ces papiers de droit, mais rien n'est fait. La famille demande l'arbitrage du chef de l'État afin que la justice se prononce enfin clairement dans ce dossier. En sport, le ministre des Sports et de l'Éducation physique multiplie les visites au stade Olembe à Yaoundé. Narcisse Mouelekombi s'y est rendu une fois de plus ce jeudi. Objectif, évaluer le niveau d'avancement des travaux. Il a recommandé que McGill Construction mette les bouchées doubles pour que le stade soit prêt avant la cérémonie du tirage au sort prévue en juin prochain. Alain Ghislain Kanga et Michel Foucault pour les détails. Pose des carreaux, crépissage, les ouvriers présents sur le chantier s'attellent aux travaux de finition au niveau 1 du stade Olembe. Visite de quelques compartiments du ministre des Sports qui se réjouit de voir ce qu'il appelle une remobilisation des effectifs. En une semaine, les effectifs ont pratiquement doublé, c'est-à-dire des effectifs de personnel, de cadres, d'ouvriers et ceux-ci dans les différents corps de métiers qui sont à l'œuvre sur ce chantier. Nous serons ainsi passés de 187 personnes à 347 personnels aujourd'hui. Le patron des sports espère au moins 500 ouvriers mobilisés sur le site la semaine prochaine afin d'achever les travaux restants. Au niveau des aires de jeu, elles sont toutes praticables depuis plusieurs semaines. Les travaux intérieurs sont en cours. Vous avez pu constater que les équipes travaillent dans toutes les zones de tous les étages. Le taux d'avancement du stade est évalué à 90%. Les 10% restants sont d'une importance capitale selon le MINSEP. Qui est à mettre le turbo puisqu'il s'agit de finition et qui dit finition dit finesse. Qui dit finition dit une certaine rigueur, dit une attention particulière pour les détails, pour l'esthétique. Narcisse Mouelekombi recommande à l'entreprise adjudicataire de faire le maximum
pour que le stade soit prêt avant la cérémonie du tirage au sort prévue le 25 juin prochain. De la réclame pour refermer ce journal par le biais de sa branche de responsabilité sociale d'entreprise, autrement appelée Fondation Fouatoula Kadji de Fosso, l'Union des brasseries du Cameroun UCB poursuit sa croisade pour la solidarité dans diverses régions du pays. Certains habitants des régions du nord-ouest, de l'ouest, du Grand Nord et du sud-ouest bénéficient des largesses de l'entreprise. Le patriotisme est une valeur clé de la marque Kadji et la solidarité en est un de ses piliers. C'est dans cette optique que l'effort de solidarité envers les populations des zones en difficulté, des régions du nord-ouest, de l'extrême nord et du sud-ouest continue son élan. La campagne de solidarité menée par la Fondation Fouatoula Kadji de Fosso en partenariat avec le réseau de lutte contre la faim, s'est arrêtée dans la région de l'Est Cameroun pour apporter son support à plus de 100 familles qui ont reçu un don en denrées de première nécessité. Du riz, de la farine, de l'huile, des spaghettis, des bassines, des boissons gazeuses et bien d'autres denrées, tout cela pour le plus grand bonheur de ces familles. Et c'est avec le cœur rempli de joie qu'elles ont dit merci à la Fondation. And I am a host of 12 IDPs. So what I have seen here today, I'm just so overwhelmed, so happy, and I want to thank them a million times. Après la région du Soleil Levant, ce sont les déplacés internes des villes de Yaoundé et Douala qui ont reçu à leur tour des denrées alimentaires de première nécessité avec la même mécanique et avec la même ferveur. Plus de 135 familles dans chacune de ces villes ont bénéficié des dons pour subvenir à leurs besoins immédiats. Nous disons longue vie à cette fondation, que cette fondation continue dans la même lancée. Comme MML a dit, qu'elle ira prochainement dans les régions du Septentrion. They burn our houses in the village we came here. They are doing a lot for us. We don't know what to say than to say God, give them good health, give them long life. Le train de la solidarité qui en est à sa 5e tournée continue de rouler. Le Reloufa, partenaire de cette campagne, affiche sa satisfaction quant à l'évolution du programme. I've been really very impressed. Impressed at the number of people that we have succeeded to reach, and also impressed at the scale of the things that are given to these people. Generally, we target 135 households, and in total, we can estimate about 675 households that have already been touched. Les responsables du groupe Kadji ont fait savoir à toutes ces populations que le support ne serait pas seulement immédiat, mais durable à travers des formations dans des domaines divers pour aider au petit entrepreneuriat et de l'aide à la scolarité des plus jeunes. The theme of the campaign was "You mean so much to us," which has a very specific signification for us. So it's a patriotic act, and it's part of our core value that we think about our brethren who are not only those who are suffering, but Cameroonians in general. Kadji, notre patrimoine, c'est vous. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir. Au nom de toute l'équipe production de ce journal, je vous dis merci d'avoir suivi. Je vous souhaite également de passer une très belle soirée sur notre antenne. Eh bien, sortez de chez vous avec un masque, respectez les mesures barrières, lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou alors à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Passez une très belle soirée. Je vous retrouve demain, je l'espère, en très bonne santé. Bonsoir.